Alors, 9h05, ça va être pas très long. J'ai effectivement fait une présentation de ce type la semaine dernière, donc c'est pour ça que je me trouvais pas forcément trop embarrassé pour vous présenter ces travaux. Donc, j'espère vraiment que vous aurez Mathias, parce que ça sera quand même d'un autre niveau, et c'est un orateur tellement fantastique pour ce type de conférence qu'il faut vraiment l'écouter lui. Donc, j'espère qu'il ira mieux dans la semaine et qu'on aura l'occasion de l'écouter là-dessus. Donc Mathias, bon voilà, c'est un historique au même titre que Barthes, au même titre que plein d'entre vous. Et moi, je suis un des fils de cette filiation-là pour avoir démarré la première fois ici. Je ne sais pas si Fabrice était là en 1993 ou 94. Et il y avait dans ce cercle-là aussi, bien sûr, Barthes, qui est présent avec nous, Roger Ménard, qui n'est plus avec nous, Michel devait être là aussi. Et depuis, voilà, on n'a pas arrêté. Et je fais partie de cette génération de jeunes physiciens qui n'est plus jeune, oui, oui. Mais par rapport à ces gens-là, je me considère jeune en sciences, qui ont bénéficié de ce truc-là. Et donc, moi, je vais vous présenter des choses qui n'ont donc rien à voir avec le retournement temporel ou d'autres trucs, mais qui ont à voir avec la physique des métamatériaux appliquée aux géosciences, c'est-à-dire appliquée à la sismologie. Donc, c'est de la physique avec des sciences de la Terre. Et je vais vous parler de tout ça. Un point intéressant, parce que justement on va discuter de ça cette semaine, en dehors de ça, c'est que on m'a demandé de faire cette présentation dans le cadre d'un cycle de webinaires métamat. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'étais le 44e orateur, il y a un orateur par semaine. Et c'est des gens qui ont réfléchi à justement comment on fait la science d'après Covid. 44 semaines, si on regarde, ça nous ramène à peu près à mars-avril 2020. Et ils ont lancé cette séquence de séminaires sur les métamatériaux. Et je trouve que c'était très intéressant. Au départ, j'ai pas été trop intéressé parce que je me disais encore un truc en Zoom qui va nous faire chier. Et en fait, c'est des séquences de 1 heure. C'est toute la communauté de ceux qui jouent avec les métamatériaux, très large. Et donc il y a 1 heure d'orateur, et ensuite ça, c'est conservé sur Internet. Tout le monde peut revisiter le séminaire 18, 12, 13, 15. Et il y a une bibliothèque qui se crée de physique sur les métamatériaux. La semaine prochaine, c'est John Page. Il y a 3 semaines ou 4 semaines, c'était Mathias. Donc des gens très divers. Et je trouve que c'est très intéressant comme réflexion. C'est pas une conférence comme on pourrait avoir un AGU délocalisé en une semaine. C'est une série de webinaires sur lesquels on peut aller repiocher chacun la partie qu'on veut, etc. Et je trouve ce concept peut-être un peu novateur. Alors, qu'est-ce que c'est que les métamatériaux sismiques? Alors, quand on est, nous, géophysiciens, d'un laboratoire des sciences de la Terre, on s'intéresse au séisme, bien sûr. Et pour parler simple, mais ça tombe bien parce que finalement, à part Michel et Barbara, il n'y a pas trop de spécialistes dans la salle, donc ils vont être indulgents. Bon, bien sûr, l'impact social des tremblements de terre, il est gigantesque. Et nous, géophysiciens, il y a deux attitudes. Soit on essaye de prédire les tremblements de terre. On y arrivera peut-être, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et prédire les tremblements de terre, ça permet de faire des alertes, d'évacuer les villes, etc., avant qu'ils aient lieu. Soit on se dit, on n'y arrivera pas, mais les ondes qui arrivent sur les villes, on voudrait peut-être les manipuler, les dévier, pour faire en sorte qu'elles soient moins dangereuses pour les populations ou les bâtiments, la fragilité des bâtiments qui nous concernent. Et cette partie-là, dans des bandes de fréquences qui sont les bandes de fréquence 1,5 Hz, qui sont vraiment les bandes de fréquences sismiques, c'est un petit peu l'idée d'un mathématicien, Sébastien Guénaud, qui avait imaginé le fait qu'on puisse utiliser la physique des métamatériaux, donc vous voyez ici un métamatériau, pour dévier les ondes autour de bâtiments sensibles. Alors, cette physique, elle vient d'où? Les métamatériaux, c'est des matériaux conçus par l'homme. Vous voyez ici un exemple en ondes électromagnétiques, qui ont des propriétés pour la propagation des ondes différentes de celles qu'on trouve dans la nature. Donc, c'est un arrangement microscopique qui, à l'échelle macroscopique, va faire que les lois de la physique s'en trouvent modifiées pour la propagation des ondes. Et on a, par exemple, ici un exemple pour les ondes électromagnétiques avec une simulation, une expérience, où on cherche à empêcher les ondes de pénétrer à l'intérieur du cercle que vous voyez.
Et donc on crée autour un espèce d'autre cercle où effectivement les propriétés physiques vont faire que l'onde qui arrive de la gauche vers la droite, eh ben, c'est comme si elle ne voyait pas cet objet-là. Elle va tourner autour, se reformer derrière et elle va se propager. Alors, ça c'est une simulation numérique. Les expériences qui en suivent, notamment à l'échelle électromagnétique, sont un peu plus... voilà, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Quand on est expérimentateur, on essaye de faire aussi bien que nos collègues théoriciens, puis on n'y arrive pas toujours. Il faut voir que même dans les ondes, pour les ondes acoustiques, on a aussi conçu ça. Donc vous voyez l'objet, vous voyez la source, et puis voilà l'espèce de métamatériau qu'on va mettre autour de notre cible, et qui va faire que l'onde incidente essaye de tourner autour et de se reconstruire derrière. D'accord? Et vous voyez le succès qu'on a, un succès un peu relatif dans ce cas-là. Donc l'architecture de ces métamatériaux, c'est, vous voyez, tout un ensemble de petites structures qui sont plus petites que la longueur d'onde, qui est typiquement notre unité de base pour nous, physiciens des ondes. La longueur d'onde va être grande comme ça. Et cette onde incidente va interagir avec tous ces capteurs et produire des choses un peu particulières. Alors, pour les physiciens, bien sûr, il n'y a pas de magie. Il n'y a que les lois de la physique et elles sont valables, elles sont universelles. Donc comment est-ce qu'on fait que les propriétés macroscopiques de ces métamatériaux soient différentes? Alors il y a plusieurs approches. La première, c'est de créer dans les métamatériaux des choses très très organisées. Ici vous avez un dioptre. Un dioptre, la physique d'un dioptre c'est très simple. Hein. Je rentre, je sors, loi de la réfraction, Snell-Descartes, point barre. Et ici j'ai un dioptre, mais ce dioptre, regardez sa forme, elle est normale. Mais il est formé de tout un ensemble de petits agrégats, tout petits. Et quand l'onde arrive, au lieu de ressortir ici, comme attendu par les lois de Snell, eh ben, elle ressort dans l'autre sens. Donc typiquement là, on a un indice de réfraction négatif, et c'est l'arrangement microscopique qui provoque ça dans une certaine gamme de fréquences. Et voilà. Alors, sur la base de ça, on a été capable de faire plein de choses un peu particulières. Vous voyez une onde qui arrive, ici l'arrangement microscopique adéquat, et on voit l'onde qui a un trajet très particulier, d'accord, selon l'arrangement microscopique de toutes ces choses-là. Et puis après, elle ressort. Donc on parle de guiding, de multiplexing, etc. en physique des ondes. Et on peut imaginer toutes les applications qu'il y a derrière à envoyer une onde plane et puis ressortir des ondes sphériques à certains endroits du milieu et pas à d'autres. Hein. Donc c'est typiquement des applications de multiplexation. Les physiciens qui s'intéressent aussi à la diffusion multiple ont utilisé par exemple une forêt de bambou. Alors ça va faire écho à ce que je vais vous raconter plus tard sur des forêts d'arbres. Donc une forêt de bambou qui sont un peu des résonateurs, hein, d'accord, parce qu'ils sont creux, ils sont un peu troués, et cet arrangement de résonateurs très bien déterminé va provoquer dans le spectre des fréquences qui vont traverser ce milieu-là. Donc vous voyez là on est plutôt à 2000 Hz, donc dans des fréquences qui sont même audibles, une atténuation très forte dans une certaine bande de fréquences. Donc ça veut dire que si j'envoie un son dans cette bande-là, ben, je ne vais rien entendre derrière, d'accord, parce que arrangement spécifique de ces résonateurs couplés. Et puis une expérience chez Mathias, puisqu'elle est née chez lui, à l'Institut Langevin. On repart sur les ondes électromagnétiques, mais là, ce n'est pas l'arrangement et les lois de Bragg qui provoquent cette atténuation fréquentielle. C'est le fait que ici on a tout un ensemble de tiges métalliques très proches les unes des autres, et on a une longueur d'onde qui est assez grande, mais chacune de ces tiges-là, donc on n'est plus dans la physique de Bragg, la physique du scattering classique, toutes ces tiges sont des résonateurs. Et cette fois, c'est le couplage entre des résonateurs à l'échelle sublongueur d'onde qui va provoquer des lois très spéciales pour la propagation des ondes électromagnétiques. Et regardez ici, au lieu d'avoir une espèce de dispersion classique, on a un ralentissement des ondes. Pourquoi un ralentissement des ondes? Parce que quand j'envoie une onde électromagnétique dans ce milieu-là, les ondes sont piégées par tous mes fils, elles restent longtemps dans les fils et elles réémettent dans le milieu. Et elles réémettent lentement. Donc la vitesse des ondes s'en retrouve affectée, la vitesse des ondes se retrouve ralentie par la présence de l'ensemble de ces résonateurs couplés, d'où les lois de dispersion un peu particulières. Donc deux façons de voir les choses. Je termine comme un autre exemple, un exemple assez sympa. Là aussi chez Mathias, c'est quelque chose qui a été fait à l'Institut Langevin. Même chose que pour les fils. Ici, on a des canettes de coca. Et là, une canette de coca, c'est un résonateur de Helmholtz. Donc, à peu près à 400 Hz.
ça va absorber, ça va résonner. Et si j'en mets plein très proches les unes des autres, donc vous voyez comment c'est une canette de coca, hein, avec une longueur d'onde dans l'air qui est de l'ordre de 1 mètre à peu près, donc 7 ou 8 canettes de coca collées les unes aux autres, eh bien j'envoie un... Oui. Il faut qu'il y ait des trous ou pas? Eh bien il faut que l'onde puisse pénétrer à l'intérieur du résonateur de Helmholtz. Voilà, ça rentre, ça piège et ça réémet. Eh bien si je mets tout un ensemble de haut-parleurs autour de ce milieu-là, avec un petit micro au-dessus qui va scanner le champ, eh bien j'observe que dans cette gamme de fréquences du résonateur de Helmholtz, eh bien j'ai pas de son qui propage. Donc là, on retrouve les exemples précédents, mais cette fois c'est avec des résonateurs couplés et non plus un arrangement spécifique. L'arrangement il est là, mais il n'a pas d'importance dans cette physique-là. L'arrangement spécifique qui était associé à la physique de Bragg, bien connue de tous les physiciens. Oui. Pour certains dont je tairai le nom, précise que ça marche aussi avec des canettes de bière. Ça marche avec des canettes de bière, il faut juste trouver la bonne résonance de Helmholtz de la canette de bière. Et donc il y a un atelier ce soir. J'ai l'impression, j'avais vu qu'hier il y avait déjà un petit alignement de canettes de bière. On en aura plus, et donc on va pouvoir... C'est le monde d'après. Si elles sont à moitié vides, là, ça va juste changer la fréquence de résonance, hein, d'accord? Donc tu vas décaler, donc tu peux jouer un peu avec. Alors revenons à nos moutons et à la sismologie. Ok, comment ça pourrait se shifter vers la sismologie? Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'arrangement périodique et la physique de Bragg. On n'y arrivera pas en sismologie. Il faudrait, sur des échelles kilométriques, exactement avoir la position de diffuseur. Donc c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Nous en revanche on sait créer des résonateurs. Des résonateurs en sismologie, vous allez voir, il y en a un paquet. Et donc il faudrait mettre ensemble des résonateurs qui se couplent à l'échelle de la longueur d'onde et qui potentiellement auront un effet. Donc je reprends un petit peu cette idée-là. Alors comment créer des résonateurs? Eh bien, nous en sismologie, des résonateurs on en a plein. Chaque bâtiment grand, c'est un résonateur. Il va piéger les ondes, il va fléchir, les ondes vont monter, descendre. Et vous voyez ici, au sommet de cette tour de Dubaï ou quoi, le spectre qui montre l'ensemble des résonances très fortes associées à ce type de bâtiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'envoie des ondes à la base, ces ondes vont monter, descendre, fléchir, etc. et vont réémettre dans le milieu. Et si je prends Singapour, je crois que c'est Singapour, ces bâtiments, on les retrouve à des échelles sublongueur d'onde. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 150-200 mètres entre chaque bâtiment dans un cluster ville, alors que les longueurs d'onde sont de l'ordre de 1 km à 2 km. Donc typiquement, on est à l'échelle sublongueur d'onde. Donc la question, c'est, est-ce qu'une ville, ça ne serait pas naturellement un métamatériau, c'est-à-dire un milieu qui va, effectivement, sur certaines gammes de fréquences à définir, avoir un impact sur les ondes en termes de couplage, de résonance et de réémission lente. Donc, ça, c'est une partie du jeu. La deuxième, c'est si on veut montrer que c'est ça, il faut pouvoir mesurer partout, comme avec mon petit micro qui scannait toutes mes canettes de coca. C'est pas forcément très simple de mesurer partout, sauf que, effectivement, récemment, il y a une manip qui a été faite à Long Beach, donc Californie du Sud, juste à côté de Los Angeles. Je parle en français, mais c'est bon. Oui. Et cette manip a montré que les pétroliers pouvaient maintenant, parce qu'ils cherchaient du pétrole, là, à Long Beach, une grande exploitation, de mettre des capteurs tous les 25 mètres. Et mettre 5000 capteurs tous les 25 mètres en pleine ville, c'est possible. Donc cette manip a eu lieu en 2012. Elle avait bien sûr pas du tout l'idée de faire des métamatériaux, etc. Elle avait l'habitude de chercher du pétrole. Mais si on couple ça avec ça, on peut imaginer que dans quelques années, on puisse effectivement faire une manip dont le but est de vérifier que la physique des bâtiments, couplée à un séisme, une onde, etc., réagit comme celle qu'on peut imaginer avec nos collègues théoriciens. Alors, est-ce que c'est ce dont je vais vous parler? Malheureusement non, parce que j'adorerais pouvoir vous montrer ça, mais pour l'instant ça n'a pas encore eu lieu. Alors nous, effectivement, quand on est fils de Matthias Fink et de toute cette tribu que vous représentez, ben, on fait des manips à petites échelles pour contrôler, pour voir est-ce que ça marche effectivement. Alors c'est quoi la sismologie à petite échelle que je vais vous montrer? Ben, plutôt que d'avoir la terre, j'ai une plaque dans laquelle il va y avoir des ondes de plaques. Et puis je vais coller sur cette plaque mes bâtiments, c'est-à-dire une collection de tiges verticales de même taille, ça sera plus simple, très rapprochées les unes des autres. Et la longueur d'onde dans ma plaque va être de l'ordre de 20 cm et j'ai à peu près 2 cm entre chacune de mes tiges. Et je vais créer mon séisme sur la plaque
boum, je vais taper dessus, et je vais mesurer, grâce à un interféromètre laser, ici que vous voyez en jaune, je vais scanner l'ensemble de mon champ, pour voir si effectivement il se passe quelque chose. Alors, ici j'ai ma source, et puis j'ai mon laser qui se déplace, vous voyez ici mon métamatériau. Alors les premières choses qu'on cherchait à résoudre, c'est est-ce qu'il faut que ça soit organisé, c'est-à-dire exactement comme un cristal, ou est-ce que ça peut être en désordre? Dans une ville, c'est en désordre. Donc on a voulu tester ça, et ce qu'on a d'abord fait, on a fait une première manip, vous voyez, avec une configuration soit random, soit organisée de notre métaville, on va dire. Et voilà typiquement le signal qu'on mesure. Alors on le mesure soit dans la plaque, soit au sein du métamatériau. Donc dans la plaque, on a un spectre énergétique qui couvre les gammes de fréquences de notre source. Et puis au sein du méta, vous voyez qu'il y a cette bande interdite qui se reproduit à plusieurs intervalles de fréquences et qui montre qu'il y a une atténuation parfaite des ondes qui se propagent dans la plaque au sein de notre cluster de méta. Et que ce soit un milieu organisé ou désorganisé, on a exactement la même réponse, ce qui veut bien dire qu'on n'est pas dans de la physique classique de Bragg. On est vraiment avec des choses où, à l'échelle vraiment plus petite que la longueur d'onde, les tiges agissent de façon couplée pour résonner et produire cet effet. Alors si je vous présente juste un petit film, parce que c'est quand même toujours plus rigolo de voir des films. Donc ici typiquement... Philippe, le gap, la largeur du gap, c'est lié à la distance entre les résonances, c'est quoi? C'est lié, non, c'est pas lié à la distance entre les résonances, c'est lié au facteur de couplage de la résonance. C'est-à-dire, c'est la capacité qu'a la tige à réémettre de l'énergie dans la plaque. Donc très bizarrement, plus le facteur de qualité est important, moins ça va réémettre dans la plaque, parce que plus l'énergie est piégée, et plus étroit va être le bandgap. Si au contraire, le résonateur est finalement bien couplé à la plaque, en même temps qu'il est couplé aux autres tiges, alors la bande bande interdite devient plus large. Il peut y avoir une exaltation du problème, c'est-à-dire là, pas juste des réductions de résonance et de champ, mais une exaltation, parce qu'il y a plein de matériaux où on concentre l'énergie à un moment donné. Oui, alors on voit qu'à l'intérieur du méta, vous avez pu le voir sur les premières slides, l'amplitude du champ, notamment dans les travaux sur les simulations numériques, regardez, à l'intérieur du méta, l'amplitude du champ devient très forte, peut devenir très forte. Les effets de clocking amènent, en dehors de simplement la déviation des angles, des effets d'amplitude qui sont tout à fait surprenants. Jusqu'à présent, en dehors des effets de refocalisation derrière, des effets de lentilles, etc., d'accord, mais qui sont un peu spécifiques, c'est vraiment le gradient d'indice qui est prévu pour arriver à ça, ces espèces d'amplitude n'ont pas été super étudiées, moi je trouve. On a beaucoup travaillé sur les courbes de dispersion, on a beaucoup travaillé sur la vitesse des ondes, la façon dont on est capable de reconstruire le front d'onde derrière cet objet magique qu'est le métamatériau, mais sur vraiment le challenge, quel est les aspects amplitude et comment est-ce qu'on maîtrise parfaitement l'amplitude à l'intérieur d'un méta, je trouve que c'est un petit peu moins développé, en dehors des aspects de super focalisation qu'on peut avoir derrière, que cette physique-là. Donc je ne m'aventurerai pas trop, j'en sais pas trop là-dessus. D'accord, on travaille là-dessus, mais pour l'instant, je dirais pour l'instant toujours travail en cours, selon moi. Alors, je reviens à mes moutons, j'en étais où? Voilà, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer le film parce que c'est sur une clé USB, je ne sais pas, il n'a pas dû copier. Ce que je vais juste pouvoir vous montrer, c'est... alors, ici, on oublie ces deux graphes du dessous. C'est bon, vous y êtes en fait? On y est là? Ouais. On oublie les deux graphes du dessous, on regarde que les deux graphes du dessus, c'est deux snapshots à deux temps différents. Ici, c'est juste après que la source est passée, donc 3,3 millisecondes. On parle, nous, nos temps, c'est la milliseconde, milliseconde ou microseconde. Donc là, on est vraiment dans la propagation de l'onde. On la voit là, l'onde incidente qui traverse avec les franges bleu-rouge. Vous voyez, le méta, il est là, ça n'a pas pénétré. Et puis, l'onde, on est dans une plaque, donc l'onde se réverbère de partout. Et au bout de 40 millisecondes, là, elle a commencé à faire une centaine de mètres à l'intérieur de ma plaque de 2 mètres. Donc, et vous voyez le speckle, et toujours rien à l'intérieur du méta. Autrement dit, ce méta, tel qu'il est conçu,
que l'onde vienne de partout, de toutes les directions, il a toujours le même effet, c'est-à-dire empêcher les ondes de pénétrer à l'intérieur. Alors, un autre effet intéressant, c'est maintenant, ça c'était l'approche temporelle à 2 snapshots, et maintenant on regarde à 2 fréquences. Les 2 fréquences, c'est soit au moment où j'entre dans le bandgap, donc juste, vous voyez la fréquence ici, soit au moment où j'en sors. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre ou quand je sors? Et bien quand je rentre, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur du métal, donc il y a de l'énergie qui est encore là, hein, qui peut encore pénétrer à l'intérieur du métal. Mais regardez les longueurs d'onde, qui sont typiquement la distance entre le bleu et le rouge, ben cette distance-là est beaucoup plus petite dans le métal que dans la plaque. Autrement dit, je suis à une échelle où les longueurs d'onde, la vitesse donc des ondes, s'est considérablement ralentie. Et puis réciproquement, quand j'en sors, ben c'est exactement le contraire. La longueur d'onde dans le métal est plus grande, d'accord, comme si la vitesse était plus rapide que dans la plaque. Donc on essaie de comprendre ça. C'est un petit peu... Et la loi de conservation de l'énergie, ça marche comment? Ah ben l'énergie reste conservée, il n'y a pas de perte là. Ça marche comment? C'est baroque ou c'est tout le temps le même genre? Ben, l'énergie qui ne pénètre pas, elle est diffractée, elle reste dans la plaque. Tu vois, je veux dire, c'est juste que ça ne pénètre pas à l'intérieur du métal, mais après, il y a conservation de l'énergie au sein de la plaque, etc. Quoi, voilà. Donc la conservation de l'énergie, elle va être plus intéressante à étudier au moment où je mets une source à l'intérieur du métal. Parce que là, il va falloir vraiment voir comment l'énergie se conserve quand j'émets à l'intérieur. Mais quand j'émets à l'extérieur, il y a juste plus d'énergie dans la plaque qu'il y en a. Dans les bouteilles de coca, on peut faire des tests comme ça? Comment ça marche? Dans les bouteilles de coca, il faut demander à Mathias. Parce que je ne sais pas s'ils en ont été. Voilà. Mais il vous racontera ça mieux que moi. Oui, ben, il n'y a pas de... On ne brise pas les lois de la physique, hein, donc pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à la conservation de l'énergie. Alors typiquement là, qu'est-ce que je voulais... Oui, alors donc, on va revenir sur ces histoires de vitesse lente, vitesse rapide en entrée et en sortie de bandgap. Là, ben voilà, conservation de l'énergie. Si maintenant je me mets pile au milieu, avec un arrangement un peu bizarre, là c'est le champ typiquement à 6400 Hz, donc au milieu du bandgap, avec une source à l'extérieur. Vous voyez que l'énergie, à une fréquence donnée, on a un speckle magnifique avec rien au sein du métal. Bon, voilà. Donc le speckle naît de la réverbération au sein de la plaque de mon champ. Et puis si je mets maintenant ma source à l'intérieur, et bien à l'intérieur, il n'y a rien qui sort. À l'intérieur, l'énergie ne peut pas sortir, puisque là, il y a résonance couplée. Et donc, j'ai que des ondes évanescentes sur une taille avec une épaisseur de peau, etc. Et mes ondes ne sortent pas. Donc cette physique, elle est quand même vachement robuste, là, parce que ça veut dire qu'ici, pour le coup, conservation de l'énergie, les ondes montent et descendent, et elles n'arrivent pas à sortir. Et on va voir pourquoi, parce qu'il y a une espèce de rigidité imposée dans cette gamme de fréquences par les tiges sur la plaque. Mais si je reviens donc à l'histoire des villes, Oui. donc si j'ai pas de chance et que le tremblement de terre arrive juste sous la ville, du coup ça va être catastrophique. Tu Ça veux va dire faire des dégâts. sous la ville? Bah, sous. Ah, juste en dessous? Oui, parce que du coup elle pourra pas sortir la ville, donc tout va être Ouais. horrible. Oui, alors, voilà. Alors, bon, il y a encore, avant qu'on aille vers les villes, il y a encore du chemin à faire. Là, je vous parle d'une physique qui est une physique associée aux ondes, donc là, de plaques, et après, en sismologie, aux ondes qu'on appelle les ondes de surface. D'accord ? Donc, pour les ondes de surface, effectivement, on a pu montrer, j'aurais pas le temps de le faire, mais tant pis, c'est que les ondes de surface subissaient, grâce aux arbres, des résonances couplées et subissaient. Pour les ondes de volume, c'est beaucoup plus complexe. Donc, pour les ondes qui viennent d'en dessous, cette physique, elle est plus du tout valable. D'accord ? Parce que justement, le couplage avec les ondes de surface se fait bien, le couplage avec les ondes de volume se fait mal. Or, les séismes les plus destructeurs, ils viennent des ondes qu'on appelle shear et qui sont des ondes de volume, d'accord, d'en dessous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans les ondes de surface, hein, les ondes de Rayleigh sont très destructrices aussi, mais voilà, d'accord. Donc, pour l'instant, on reste avec une posture un peu humble par rapport à la protection sismique. Donc, bon, en pratique, comment est-ce qu'on fait pour un peu caractériser tout ça? On a donc une espèce de grille, et puis de points, et puis pour faire des courbes de dispersion, on fait une transformée de Fourier à 2D, hein, donc on passe de x, y temps à kx, ky fréquence, et puis si j'ai une onde plane, ben, j'ai un spot. Alors, donc pas de problème. Donc nous, on fait pareil à l'intérieur de notre méta.
Mais parce que le méta est au sein d'une plaque et que ça réverbère de partout, au lieu d'avoir un point, j'ai un cercle. Et à travers ce cercle, dans mon espace Kx, Ky, je peux mesurer une vitesse, d'accord? Parce que K, c'est oméga sur C, et je connais la fréquence. Et vous voyez que le cercle a des tailles un peu différentes en fonction de la fréquence que je choisis. Donc, on s'attend à avoir une courbe de dispersion qui est celle-ci, donc qui correspond à K versus fréquence. Et on voit qu'effectivement, on a des branches interdites ici, où l'onde ne se propage pas, et puis des branches permises, où l'onde se propage. Et comparé à la plaque nue, c'est cette courbe-là qui nous intéresse, on voit des zones où ça va plus vite et des zones où ça va moins vite, justement, selon qu'on va pénétrer ou sortir du métamatériau. Donc, c'est une vérification expérimentale justement de ces effets. On a donc des bandes où les ondes ne se propagent pas, on les a vues, et puis des bandes où c'est ce qu'on appelle des sublongueurs d'onde, des sublongueurs d'onde, et puis des bandes où on appelle ça des supralongueurs. Ok. Alors pourquoi ça marche comme ça? Eh bien en fait, cette physique est assez bien connue. Hein. Qu'est-ce qui contrôle ce qu'on appellerait la taille de la zone de Brillouin alors que l'arrangement est désordonné? Il n'y a pas de zone de Brillouin puisque c'est désordonné. Mais on a l'impression que ça s'arrête il y a une espèce de bord de zone. Ce qui contrôle ça, c'est la distance entre les tiges. Ça va être égal à 2π sur la distance moyenne entre les tiges. Donc ça va nous donner le K maximum en fait. Il faut quand même on peut avoir un peu de désordre, mais il ne faut pas qu'il soit trop violent si l'arrangement... Là, en l'occurrence, il est très violent, le désordre, mais il y a quand même une distance moyenne. Il ne faut pas qu'il y ait de cluster, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... Ça peut être complètement aléatoire, mais si on crée des clusters, on va générer des sub-parties de notre diagramme de dispersion. Les tiges, il faut qu'elles soient très symétriques ou on peut les mettre au hasard? Sur la plaque? Oui. Ben, au hasard, justement. Il faut que ce soit vraiment au hasard, au maximum. Au hasard, l'avantage, c'est que finalement, on sort de la physique classique de Bragg, quoi. Donc, il faut réinterpréter il faut trouver une autre physique, qui est celle des résonances couplées. Et le hasard, c'est le bruit dont parlait Benoît? Le hasard, c'est la répartition des tiges. Oui. C'est pas Ça ne correspond pas à un bruit. Non, enfin moi j'appelle pas ça du bruit, j'appelle ça de l'aléatoire dans la distribution des tiges. Le bruit pour moi c'est ce qui est lié au signal, donc là c'est une définition de ce qu'on appelle bruit. Oui, mais Voilà. je comprends ce que vous dites. Voilà. Alors la physique elle est simple. Hein. Si j'ai un milieu non dispersif avec une courbe de dispersion oméga k classique et que je mets une résonance au milieu, je m'attends à avoir un phénomène qu'on appelle d'hybridation, c'est le langage, avec une branche liante et anti-liante, bending, ouais, c'est ça le mot, bending, et avec donc au moment où on approche de la résonance, un ralentissement des ondes, et puis au moment où on sort de cette résonance, une accélération des ondes. Alors, si j'en ai deux maintenant, résonance, oméga 0, oméga 1, ben, je vais doubler cet effet-là à chaque fois, et ben, c'est ce que je vois moi. Hein, j'ai exactement ce pattern-là, avec une première résonance ici, une deuxième résonance là. Vous voyez que la largeur est plus grande que là, donc on va réfléchir à cette largeur, et puis on retrouve ce phénomène. Alors en pratique, c'est quoi nos résonances, justement? Parce que c'est résonant. Alors, si je prends une tige, une seule tige, je la mets sur ma plaque, et que je mesure en haut et en bas, qu'est-ce que je vois? Voilà le diagramme de la réponse d'une tige. Alors, ce que vous voyez principalement, c'est les trucs rouges là, qui sont des résonances de flexion. La tige, elle fait ça. Ces résonances de flexion, finalement, ce n'est pas les plus importants. On voit là, la flexion. La résonance qui m'intéresse et qui va être le paramètre important de l'effet zéro, on va dire, c'est la résonance de compression. C'est-à-dire la tige, l'onde monte et descend. Donc ma plaque est excitée un petit peu verticalement, comme ça, elle bouge. Et puis ma tige chope l'onde, elle monte, elle descend, elle rayonne. Et voilà la résonance associée, une première résonance, une deuxième résonance. Voilà le type de déformé modal qu'on a. Et regardez un truc marrant, quand je rentre dans le stop band, donc c'est une modélisation via Thomson, qu'est-ce que je vois? Je rentre dans le stop band, donc je rentre dans la bande interdite. Regardez le champ au niveau de la plaque, il est figé. Il y a zéro champ au milieu de la plaque. Et c'est ça en fait l'effet. L'effet, c'est qu'au moment où je rentre dans mon band gap, la plaque ne peut pas bouger, en fait, du fait de ce schéma de la résonance. Donc l'onde pénètre, elle a des tiges. De temps en temps, elle peut le faire, et puis de temps en temps, elle ne peut pas le faire. Donc elle ne pénètre pas. Parce que là, la rigidité de la plaque se trouve considérablement augmentée par la présence des tiges
à cette fréquence. Donc notre physique, elle est paramétrée par justement ces résonances-là et le facteur de couplage, la largeur de la résonance ici, donc sa capacité à réémettre de l'énergie dans la plaque, détermine la largeur du bandgap. Bon alors donc, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Alors ce qui est compliqué, c'est que dans les plaques, il y a des déformés, enfin l'onde peut se propager verticalement, donc de façon perpendiculaire à la plaque, elle peut se propager à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les modes A0 et S0, d'accord? Donc il y a deux types d'ondes, et puis nous on a deux types de résonance, résonance de compression, résonance de fusion. Donc c'est de la physique à deux modes de propagation et deux types de résonance, donc c'est un peu compliqué de mêler tout ça. Donc au départ on a fait une approximation purement acoustique, on s'est dit ok, mon séisme, il tape de façon verticale sur ma plaque, donc on va d'abord considérer uniquement le mouvement orthogonal à la plaque, et puis ces résonances de flexion, parce que je voyais bien que ça ne collait pas, on va aussi les négliger, elles sont excitées plutôt par les mouvements horizontaux, donc si je considère que ma plaque, elle vibre uniquement hors plan, je vais considérer que ces résonances-là. Et donc là, dans ces cas-là, je suis avec un mode de propagation, une résonance, c'est facile, on fait la physique, on déroule les conditions de bloc, etc. Et ça marche. C'est-à-dire qu'ici, on arrive à trouver des vitesses effectives théoriques et des atténuations effectives qui collent parfaitement avec nos observations principales. Qu'est-ce qu'on voit, ce qui est intéressant là, dans ces travaux analytiques, c'est qu'on retrouve que c'est la tangente qui détermine les fréquences de résonance. Donc KB, c'est le K dans la bime, donc dans la tige, et L, c'est la longueur de la tige. Donc c'est vraiment la longueur de la tige qui détermine l'endroit où on a les résonances. Et puis un truc important, c'est que la puissance de cette atténuation découle de la masse de la tige sur la masse de la plaque. Autrement dit, plus la tige va être massique, plus l'effet va être fort. C'est intéressant pour les arbres ou pour les villes, c'est-à-dire plus ça pèse, et bien plus quand ça a piégé l'énergie, que ça va réémettre, ça va avoir un effet violent d'atténuation des tige. Alors est-ce que c'est tout? Ben non, parce que ici j'avais une plaque assez rigide, 6 mm. Donc elle bouge assez peu. Si je passe maintenant avec une plaque très fine, 2 mm, qui commence à fléchir de partout, et ben la stiffness, donc la rigidité évolue en h3, donc on comprend bien que de 2 à 6, ça va changer. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Voilà le diagramme de dispersion pour la tige de 2 mm, juste dans le carré rouge ici. Donc dans le carré rouge, vous voyez, il y avait un effet principal avec ma plaque de 6 mm. Si maintenant je regarde à 2 mm, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a plein d'accidents qui arrivent à la fois dans la zone propagative, et puis on a un petit peu des sorties ici au sein du bandgap où il ne devrait pas y avoir d'onde. Et ces accidents arrivent exactement aux résonances de flexion. Donc quand la tige devient la plaque devient trop flexible, je ne peux pas découpler la flexion de la compression. Et les deux phénomènes s'enchaînent, se couplent, et à chaque fois que j'ai un peu d'effet de compression, j'ai aussi de la flexion. Et donc ça change de façon assez considérable la signature de mon métal. Et des théoriciens, des matheux, nous ont aidés à, ce cas-là, donc on l'avait bien compris, à écrire le cas complexe élastique. Et on voit bien que par rapport à la courbe de dispersion, on va dire très smooth du cas acoustique, où je ne tiens pas compte de la flexion, on voit les accidents qui arrivent à chaque résonance de flexion dans le cas où j'intègre toutes mes affaires. Et on a pu le vérifier expérimentalement, je vous passe les détails. Alors, un truc qui est rigolo, c'est quand je mets la source à l'intérieur. Donc quand je mets la source à l'intérieur, vous avez vu des ondes évanescentes quand je suis dans le bandgap. D'accord, ok, donc il n'y a rien qui sort. Sauf que, si je suis au milieu du bandgap, mais que je suis à une résonance de flexion au milieu du bandgap, et bien là, ça peut sortir, puisque c'est un mouvement différent, ça va fléchir, l'onde ne va plus monter comme ça, elle va faire comme ça, et vous voyez ce qui sort. C'est-à-dire que je suis au milieu du bandgap prévu, mais là j'ai une résonance de flexion, et là les ondes sortent. Et là c'est rigolo parce qu'on voit très bien l'aspect un peu dipolaire de ce qui se passe autour de la source avec les tiges, où effectivement c'est un mouvement horizontal. Alors pourquoi cette forme-là? J'ai des tiges un peu partout. C'est la configuration expérimentale locale qui donne ce type de dipôle. Donc on retrouve, voilà, si je suis dans le bandgap, loin d'une résonance de flexion, j'ai juste ça, onde évanescente. Et si à quelques centaines de hertz près, au sein du bandgap toujours, je me mets à une résonance de flexion,
eh ben, j'ai la possibilité d'émettre un espèce de dipôle complexe. Alors ce qui est amusant, c'est que si maintenant j'ai une résonance de flexion, donc la possibilité que ça fasse comme ça, juste à l'entrée du bandgap. Donc là, pareil, hein, c'est une question de organiser les résonances. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la source soit à l'intérieur ou à l'extérieur, j'ai le même phénomène. On voit que l'onde à l'extérieur, elle peut encore pénétrer, mais tout petit, mais là, il y a la flexion. Et donc, elle peut vraiment plus pénétrer, et là, on a ce qu'on appelle du tight bending, c'est-à-dire qu'en fait, ça va aller de tige en tige par la flexion. D'accord? Donc, ça pénètre à l'intérieur du bandgap, ça ne peut pas pénétrer par le mode classique, mais ça peut jumper d'une tige à l'autre. Et on a écrit un truc assez rigolo là-dessus, qui fait une espèce d'analogie ou de lien avec des phénomènes propres à la localisation, où on appelle ça du tight bending, et où ça jump, etc. Et ça peut faire des espèces de cicatrices à l'intérieur d'un métamatériau, simplement en sautant d'une tige à l'autre par la flexion, le mouvement de compression étant interdit. Pourquoi est-ce que ça c'est rigolo? Je mets le petit cartoon un peu en bas à gauche sans savoir du tout de quoi je parle. Mais c'est qu'on a remarqué dans les villes que dans les agrégats, enfin quand il y a des séismes qui détruisent de grandes parties d'une ville, qu'on a parfois des bâtiments construits à la même époque sur le même sol, et puis à 100 mètres près, il y en a un qui est complètement détruit et un qui est intact. Et on ne comprend pas ça, puisque la longueur d'onde elle est grande comme ça, le sol est le même, pourquoi le champ ne peut pas évoluer à cette vitesse-là spatialement? Il pourrait évoluer à cette vitesse-là spatialement si effectivement il y a des phénomènes de résonance, de ralentissement des ondes, de cicatrices, peut-être, de ce style-là. Est-ce que c'est ça? Bon, il faudrait mesurer vraiment le champ à l'intérieur d'une ville de façon spatiale pour vraiment voir les hétérogénéités d'amplitude fortes liées à ces tiges. Je ne vais pas vous parler de localisation parce que c'est pas l'objet, je viens d'en discuter. Et puis, il est quelle heure 5 minutes. Donc, bon, après, on a fait plein de simulations, voilà, on s'amuse. Voilà, typiquement, là, vous voyez des effets d'amplitude. C'est-à-dire qu'on peut créer, en changeant la forme des tiges et le pattern, on peut créer des effets un peu bizarres de focalisation derrière, on fait tourner les ondes, voilà. Donc, on a la possibilité, en choisissant le matériau, en choisissant la hauteur des tiges et la distribution spatiale en XY, d'avoir des effets de lentilles qui sont finalement, qui étaient très connus dans la littérature, mais qui ont été reproduits à l'échelle de ces ondes mécaniques, on va dire, grâce à nos tiges collées à la plaque. Mais là où, effectivement, moi, j'ai un peu plus travaillé ces derniers temps, c'est se poser la question, est-ce que dans la nature, en dehors potentiellement des villes, on verra plus tard, il y a des objets qui réagissent de cette façon-là. Et typiquement, un objet qui satisfait les critères, c'est les forêts. Parce que dans une forêt, je vais avoir des ondes qui vont voyager avec des longueurs d'onde au sol. Là, dans la gamme, on travaille à peu près à 20 Hz, avec des longueurs d'onde de l'ordre de 10 mètres, 15 mètres, d'accord? Et puis, les arbres, ils peuvent être proches de 3, 4 mètres, etc. Donc, je suis à l'échelle sub longueur d'onde. Et puis, mes arbres, si je mets un capteur, comme on a pu le faire à différentes hauteurs, je vois très bien qu'ils piègent les ondes, d'accord? Donc, ils vont fléchir, ils vont résonner. Donc, typiquement, j'ai tous les ingrédients là pour que ça fonctionne. Et donc, on a fait... Il faut que les longueurs d'onde soient quand même assez précisément définies. Parce que dans un tremblement de terre, les ondes, elles peuvent être désordonnées justement en longueur d'onde. Alors, comment ça fonctionne? Dans un tremblement de terre, tu vas avoir tout un spectre d'ondes. Hein, tu vois au hasard. Parce qu'il réagit lui-même sur ce qu'il y a au fond. Et donc, et ça dépend du temps. Je veux dire, c'est pas une distribution... C'est un truc totalement... Oui. Et ça s'applique quand même là. Alors là, tu vas voir que l'effet, tu vois, à l'échelle de ma forêt, il va se passer dans la gamme. Donc, pareil, on n'a pas créé de tremblement de terre pour l'occasion, mais on avait une source sismique contrôlée qui permettait de balayer large en ondes. Et l'effet méta, on va dire, il se passe que dans une gamme de fréquences. La gamme associée aux résonances. Tu vois. Alors, on essaye qu'elle soit la plus large possible pour que ça puisse couvrir le champ spectral qui nous intéresse, mais on est limité par cet effet-là. Donc c'est l'effet dominant, disons. Parce que je veux dire, parce que si tu as toutes sortes d'ondes qui se passent en même temps, parce qu'il y a des réflexions dans tous les sens, ouais. Est-ce que si tu arrivais à trouver une bonne distribution pour ouais. Mais est-ce que ce serait un facteur majeur de protection, puisque plein de choses par ailleurs se passent en même temps?
qui va être déterminant dans ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ça soit des ondes de surface. Ah oui. Tant que c'est des ondes de surface, tu as pu voir dans la plaque, elles arrivent de partout, il y a des réflexions partout, tu vois, ça ne pénètre pas à l'intérieur dans la gamme choisie, définie par les ondes. En revanche, si c'est des ondes de volume, ça revient à ce que disait Bérengère, c'est un autre phénomène, les ondes viennent d'en dessous, et là, non, l'effet méta, il n'a plus lieu de la même façon, parce que le piégeage, le couplage entre les ondes, entre les résonances, n'est plus le même. D'accord. Mais tant que c'est des ondes de surface, ça fonctionne. Donc la manip, parce que moi je suis un expérimentateur quand même, je veux dire. Donc ce qui était quand même rigolo, c'est de pouvoir mettre 1000 capteurs sur 120 mètres par 120 mètres au sein d'une forêt, d'accord, et on voulait regarder la transition entre un champ, donc c'était du canola, c'est une plante, merde, oh punaise, tous mes enfants qui travaillent là-dedans, putain, ok, bon, c'est une plante, d'accord, et qu'on récolte, et ma forêt de pins maritimes. Donc vous voyez là typiquement la source qu'on a utilisée qui inonde le milieu entre 10 Hz et 100 Hz à peu près. Et puis tous nos capteurs. Alors bien sûr, la manutention, quand on fait ce type de manip, c'est pas comme au labo. Alors oui, bon, attends, je vais un peu vite. Bon, bah donc l'analogie, je vais un peu vite. L'analogie, bah, c'est... Colza, canola. Comment? Colza. Colza, merci. Bah, je regardais sur vous. Très bien, Colza. On va avoir l'air du gars qui... Ouais, qui suit pas. Bon, l'analogie, elle est assez simple. Il faut juste regarder les gammes de fréquences. Hein. Là, on travaillait aux alentours du kilohertz, avec une tige qui est parfaitement couplée à la plaque. Là, l'arbre, est-ce qu'il est parfaitement couplé à la terre? On verra. Et puis, on essaye de reproduire ce type de choses. Donc, dans un premier temps, on a fait une manip juste à côté du laboratoire, parce qu'on n'allait quand même pas se déplacer à 1000 capteurs, juste pour vérifier. Donc, le labo, c'est ici, Ister. Il y avait une forêt juste à côté. On a mis 2 sismos dedans, à l'extérieur. Et on a fait le rapport spectral en utilisant du bruit ambiant. Et on a vu effectivement que dans 2 gammes de fréquences, on avait une réduction de l'énergie à l'intérieur de la forêt. Donc c'est plutôt des bonnes indications. Bon, typiquement, notre physique, c'est celle-ci. Hein, donc des ondes qui se propagent à l'intérieur d'une forêt. Et puis, j'espère que ce film, il va marcher. Oui, il marche. Génial. Donc typiquement, une simulation. On voit là, le milieu de référence, la forêt. Vous voyez l'onde de surface se propager. Elle va traverser le milieu ici. Et puis, vous allez voir que au moment où ça excite les arbres bougent, mais regardez, l'onde là, elle est ici, là, elle n'y est plus, et elle s'est transformée, l'onde de relais s'est transformée en onde de volume, elle pénètre à l'intérieur. Bon, voilà. Donc là, on n'est plus dans une plaque où l'onde, elle est limitée dans la plaque, elle ne peut pas aller ailleurs que la plaque. Là, on est dans un milieu semi-infini, et il y a un transfert des ondes de surface vers les ondes de volume à travers la présence de nos arbres. Donc, le projet métaforêt... Juste un petit truc, le Oui. fait que les arbres soient vivants, ça change quelque chose. Et le petit B, c'est là tu testes des dispositifs passifs en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passerait si on les rendait actifs? Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut s'inspirer? Moi, je fais du synthé à mes heures perdues. Il y a du vocabulaire en son, modulation de fréquence, formant, ondes porteuses, modulation en nano, ce genre de trucs. Et donc, est-ce que si ces tiges-là, tu les rends actives d'une façon ou d'une autre, on peut analogie, opposition de phase, ou voilà. Est-ce que c'est des trucs? J'imagine que vous avez réfléchi à ça aussi. Bah, alors, première question, vivant versus pas vivant. Bah, vivant veut dire racine, quand même, on va dire, et feuilles. D'accord. Et effectivement, les racines, ça va être un diffractant, donc ça va être un effet fondamental. Il fallait qu'on comprenne un peu notre tissu racinaire. Les racines des pins maritimes sont un peu spéciales, c'est pas comme les chênes. Il y a juste une tige principale à peu près sur 50 cm de hauteur, donc assez bas. Mais en revanche, un tissu racinaire horizontal absolument phénoménal. Donc ça veut dire que les arbres, ils ont à peu près 2-3 mètres. Donc il y a une espèce en surface de couplage naturel des arbres entre eux. Et typiquement, ça va avoir un effet sur nos zones. En revanche, les pins sont connus pour tomber assez vite dès qu'il y a un peu de vent. Ce n'est pas des diffracteurs assez forts. Donc le foliage, les feuilles, bon, difficile, on ne peut pas faire de simulation en reproduisant ça, donc on a vécu avec ça. Sur la fait d'être actif versus passif. Bon, c'est une réflexion, c'est super intéressant ça. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Métamatériaux actifs versus métamatériaux passifs. Là, nous, on avait 2 choix. Soit on utilisait notre source, dans le sol, passif, soit on attendait qu'il y ait du vent.
D'accord, et dans les langues, il y a du vent. D'accord. Et là, le métamatériau, il devient actif. Il va rayonner en fonction du vent. Alors, je ne peux pas vous présenter ça parce que voilà, c'est pas dans mes slides. Mais on a regardé ça et on a vu des phénomènes d'anisotropie absolument superbes qu'on a du mal à comprendre pour l'instant. Et ça doit avoir un effet par rapport à ça. Donc, travail en cours, mais super travail en cours. Enfin, je pense que... Alors, juste, voilà, parce que justement on fait des expériences, ça demande un peu de manutention. Il y a des résonances, et peut-être juste ça. Peut-être juste ça. Voilà. Vous reconnaissez tous mes capteurs. La transition entre la forêt et le champ de canola. Et ici, c'est différents type shots. Donc, l'avantage de mesurer comme ça, c'est que je vois mes ondes. Donc, je mesure tout, quoi. Comme dans ma plaque. Donc, ici, vous voyez, je suis en dessous de la fréquence de résonance des arbres. L'onde se propage. Pas de problème. Je me mets juste à l'endroit de la résonance des arbres. J'ai plus de propagation. D'accord ? Mon onde, elle se décorrèle sur des distances de l'ordre de 10 mètres. Et donc, on peut quantifier tout ça, mesurer tout ça, etc. Et se dire que, oui, potentiellement, on a, parce qu'on a les bons ingrédients, parce que l'arbre est quand même bien couplé avec le sol, il se couple peut-être même entre eux, on a cet effet de résonance couplée qui amène à cette physique des métamatériaux. Et j'ai à peu près encore 150 slides, mais le mieux c'est qu'on discute et puis qu'on passe à autre chose. C'était quand même un peu comme ça, hein. Olé olé. Qu'est-ce que ça aurait été? Merci beaucoup. Donc on va démarrer la vraie session. Les questions. Je vous demanderai simplement, comme beaucoup de monde se connaît, mais tout le monde ne se connaît pas, de donner votre nom et votre institution quand vous posez une question. Donc, je vais me lancer. Donc, je suis intérimaire, je suis à l'ESPCI à Paris. Je ne suis pas à l'Institut d'Angevin, donc je fais plutôt la matière molle et la microfluidique, l'hydro. Et donc, j'avais une question sur, en fait, on voit que les ondes ne peuvent plus pénétrer dans la forêt ou dans une ville, mais on voit que ça engendre quand même des grandes fluctuations sur les bâtiments ou les arbres. Et donc, finalement, est-ce que on n'arrive pas à empêcher que les bâtiments vont quand même bouger lors d'un séisme? Alors, tu vois, quand on... Pour la forêt, c'était assez, je pense, visuel. Hein. Ouais. Alors, ce qui est dans la simulation numérique, mais là où il faut tempérer un peu ce résultat-là, c'est que tout est super dilaté, là. En fait, les déplacements des arbres, ils sont tout petits. Là, c'est la simulation numérique qui force la représentation. Donc, on a l'impression que ça bouge beaucoup. Ça bouge, de fait. Il faut bien que l'énergie, pour que l'effet ait lieu, il faut que ça bouge. D'accord ? Mais en fait, les déplacements sont très faibles. Ah, zut. Donc, est-ce qu'un bâtiment va moins bouger s'il il rentre va en pas résonance ou est-ce... Mais en revanche, il piège beaucoup d'énergie. Hein. Il a besoin de très peu bouger, lui, pour stocker de l'énergie de façon énorme, hein, parce qu'il y a la masse du bâtiment, etc. Quoi. Donc même, tu vois, les bâtiments les plus hauts sont prévus pour bouger, tu vois. Alors, je ne sais pas combien, mais ça va être de l'ordre de... Tu vois, un bâtiment à Grenoble, d'une tour de 30 étages, au sommet, il va se déplacer de 20 cm, tu vois, ce qui est déjà pour les humains qui vivent là-haut. Complètement. Sans qu'il y ait un risque pour le bâtiment. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, bien loin de cette physique-là, dans les zones très sismiques, comme au Japon, etc., tous les bâtiments sont conçus pour être asismiques, justement avec une atténuation de ces déplacements-là. Nous, en fait, finalement, si on revoit notre physique à l'envers, on voudrait qu'il soit le plus sismique possible, pour qu'il puisse piéger. Etc. Donc, mais on est bien loin de ce type d'application. On a pu voir que... Faut la construire. Il y avait une question là-bas, Bart, et après Fabrice. Bart Fatigue, CNRS Grenoble. J'ai une question sur la décomposition de blocs que tu as évoqué tout à l'heure. Ça, c'est valable mathématiquement dans un milieu infini, périodicité infinie, etc. Pour une plaque de taille finie, tu as des conditions de bord spéciales, peut-être, pour que ça marche quand même pour une seule plaque. Oui. Tu as un spectre discret, finalement. Tu as un spectre discret. Alors, quand on a fait des très belles manips à l'université du Mans, avec une plaque une plaque et un milieu ordonné, justement, pour voir les zones de bruit loin, etc. Alors bien sûr, hein, on est milieu fini, hein, donc on ne peut pas tout reproduire, mais les effets de bord étaient quand même suffisamment loin
de notre zone de bleu lumineux pour que ça marche quand même, tu vois, qu'on voit bien la courbe de dispersion avec les spécificités associées au milieu ordonné versus milieu désordonné, c'est-à-dire que en ralentissant, là, ce qui est joli, mais alors je te le dis juste pour toi, en ralentissant les ondes du fait des résonances, on change la vitesse, on change la longueur d'onde, et donc on se rapproche de Bragg. C'est-à-dire, au départ j'ai une longueur d'onde comme ça, mais quand je pénètre dans mon milieu, je réduis ma vitesse diminue, ma longueur d'onde diminue, et à un moment donné où je tombe sur Bragg. Et donc je retrouve un effet de Bragg, pas du tout attendu à cet endroit-là, il devrait être beaucoup plus haut en fréquence, mais parce que justement j'ai ralenti mes ondes à l'intérieur du méta. Donc quand on est dans un milieu ordonné, méta ordonné, on peut raccrocher Bragg autour des résonances. Je crois que vous avez vu ça aussi. La vitesse CF que tu as avec le tangente, etc., c'est la vitesse de groupe, et pas la vitesse qui relie lambda et oméga. Vitesse de phase. C'est que de la vitesse de phase, c'est du K. C'est KX, KY, hein, c'est juste un diagramme de phase. C'est pas vitesse de groupe là. Hein. Fabrice, et puis après, alors Marie-Hélène et Sophie. J'ai une petite question pour compléter. Fabrice Mortessin. Fabrice Mortessin, Institut de physique de Nice, oui, pardon. La question d'Anke, là. Dans les CCS, s'il n'y a pas une première phase où le sol est fluidifié, si je ne dis pas de bêtises, donc du coup les propriétés. Voilà, ça c'est quand ça tape fort, quoi. Hein, qu'il va y avoir cette fluidification du sol. Oui, ben là on sort complètement. Ouais. Donc oui. Mais là, tu vois, il y a des effets d'amplitude, de non-linéarité du sol, de réaction. Bon, c'est plus du tout mon régime. Hein. Et une petite remarque, ce que tu as dit là, tu sais, sur le fait qu'on observe parfois des patterns de destruction très hétérogènes, ça c'est un truc qui a été étudié, alors je ne sais pas si c'était pertinent, mais après le séisme de Mexico, de la ville de Mexico en 85, il y a deux figures là, du chaos quantique de l'époque, Jorge Flores et Thomas Seligman, qui ont analysé ces structures-là en termes de cavité chaotique. Parce qu'il se trouve que Mexico est dans un bassin comme ça, et ils ont, ce qu'ils prétendaient, il y a un papier qui est paru 2-3 ans après, c'est que ces zones-là, c'est pas très éloigné de ce que tu as évoqué, hein. Montrer qu'il y avait, c'est connu dans les cavités chaotiques, que tu peux avoir des zones de focalisation de l'énergie, et que ces destructions sélectives étaient liées à des scars, des choses comme ça. Michel, tu connais tu connais bien ça? Oui, un petit peu. Mexico en tout cas. Mais le problème, c'était, ça se heurtait à la réalité, cette théorie-là, parce que c'était sur les ondes les plus superficielles qui sont extrêmement atténuées. Et on sait par les données qu'elles ne traversent pas. Oui, parce que c'était un papier de physiciens, de théoriciens, donc voilà. C'était connu dans la communauté du chaos quantique parce que ça donnait un exemple. On pouvait dire, voyez, ça sert à quelque chose, mais je ne savais pas si c'était pertinent au niveau géophysique. Après le tremblement de terre, il y a de plus en plus de données. On sait que ces ondes-là, qui se propagent dans les sédiments les plus superficiels, elles sont trop atténuées. La longueur d'extinction est beaucoup trop courte pour voir des effets comme ça. Ça se passe plutôt dessous. C'est une autre histoire. Il y avait une question là. Oui. Donc moi je suis Marie-Hélène Chune, je travaille à IJC Lab à Orsay et je suis physicienne en physique des particules, donc très très loin du domaine. Donc ma question elle est sans doute vraiment... dans le modèle où tu fais avec les tiges, donc j'ai bien compris que avec ta plaque là, la position des tiges peut être random, tu sais pas... Et qu'est-ce qui se passe si tu prends des matériaux extrêmement différents pour certaines tiges et tout ça, est-ce que ça... Très bonne question. Si je prends par exemple des tiges en plastique sur une plaque en alu, l'effet va être beaucoup moins spectaculaire parce qu'il faut que ça couple. D'accord. Il faut que l'énergie de la plaque, elle pénètre dans la tige. Si tu couples différemment, si tu prends des matériaux, des tiges de différents matériaux, mais pas du plastique, des trucs où ça peut pénétrer différemment, est-ce que tu peux créer des effets... Ah, on peut créer des effets assez spectaculaires. Il y a des gens qui donc font des tiges comme ça ou des plots et puis qui mettent des ressorts au-dessus, qui lient en fait les tiges et donc l'énergie va traverser, va avoir des... On peut imaginer à l'infini. En fait, ce qu'il faut juste, c'est que l'énergie puisse pénétrer du milieu du substrat dans les résonateurs et qu'après, soit les résonateurs se couplent entre eux, soit ils réémettent. Bon voilà, là... Mais tu veux toujours que ça vienne. Tu voudrais pas, à certains endroits dans ton truc, faire des patterns où
où ça peut bien pénétrer, d'autres où ça pénètre moins bien, et comme ça tu crées des sous-clusters où ça pénètre bien. On peut complètement imaginer ça, tu vois, dans le phénomène de multiplexing là, que j'ai montré au départ. Bah, typiquement, il y a un arrangement très spécifique des diffuseurs à l'intérieur pour permettre cette propagation. Tu vois, l'onde pénètre, elle traverse ce canot, mais à un moment elle est bloquée parce que justement, là, c'est plus la même répartition de tiges, donc elle va prendre un autre chemin. Donc ça touche à ce que tu dis, en fait, là, tu vois. Et bien sûr, là, on peut faire plein de choses. Avant, il y avait une question de Sophie là-bas. Bon, moi, je suis Sophie Bracelet de l'Institut Fresnel à Marseille. On a l'impression que c'est très facile de transposer l'électromagnétisme au sismique. Est-ce que tu peux nous dire un peu la physique, elle est quand même différente. On imagine qu'il y a des modes qui seraient plus possibles dans un cas que dans un autre. C'est quoi les subtilités, en fait, qui ont permis cette transition? Il y en a pas mal de subtilités qui font que c'est différent. Si on transpose simplement... Alors, le meilleur pour en parler est dans la salle, et c'est Fabrice, en fait. Parce que Fabrice, ils font des micro-ondes électromag avec ce type de milieu. Et sans le savoir, ils avaient montré en 2000 ce papier magnifique là sur justement les scars. J'en ai tellement que précise. Voilà. Et après, ça a été revisité. Donc lui connaît bien l'application micro-ondes, et on s'est beaucoup inspiré de leur travail pour retrouver l'analogie avec les ondes mécaniques. Ce qui fait la différence pas mal entre électromag et ondes mécaniques ou ondes acoustiques, c'est la nature des ondes. Les ondes électromag, elles sont polarisées, elles sont de nature différente. En acoustique, tu n'as que des ondes longives, et en sismique, tu vas avoir là aussi dans des plaques des ondes soit transverses, soit dans une plaque des ondes. Donc la nature des ondes et le couplage entre ces ondes-là et tes résonateurs, ben, c'est ça en fait. C'est ça qui change tout. Donc si le déplacement, par exemple, moi de ma plaque, il est dans le même sens que la façon dont l'onde va résonner dans ma tige, je vois un effet magnifique. Et c'est les mêmes conditions pour les micro-ondes en électromag. Si en revanche, je veux voir l'effet des flexions dans une plaque rigide, ben, vous avez vu qu'on ne le voit quasiment pas, parce que l'onde qui se déplace dans la plaque comme ça, elle ne couple pas avec le mouvement de la tige qui devrait être comme ça. Donc j'arrive pas à mettre de l'énergie dans mes tiges si le mouvement dans mon milieu, on va dire, porteur, ne colle pas avec ça. Donc c'est plus ça en fait qui fait la différence. Et donc vu que les milieux sont différents, les physiques sont différentes, un peu quand même, l'équation de Helmholtz c'est la même, mais si on respecte les bons ingrédients, on y arrive, mais sinon, on n'est pas pareil. Il faut adapter les géométries des... Donc on va avoir deux dernières questions, il y a Barbara et puis après Bérangère. Alors Barbara Romanovitch, Collège de France, je suis sismologue. Ma question c'est pour revenir à l'application aux tremblements de terre et aux villes, pour faire le design du système qui va fonctionner dans la ville, il va falloir prendre en compte l'hétérogénéité de la géologie. Et... Voilà. Alors, ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc on en est très loin. D'accord. Et donc on en est très loin. Bon, voilà, ben, c'est tout. Voilà. Ben, je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on fait de la physique. D'accord. Alors, pour autant, des collègues dans des régions qui sont... en France, nous, finalement, c'est pas forcément le sujet majeur. Mais par exemple, en Italie, les Italiens sont très portés vers ça. Et eux, ils réfléchissent à, effectivement, plutôt que de mettre des arbres, des machins, est-ce qu'on pourrait pas mettre des résonateurs enterrés, d'accord, des résonateurs, des espèces de masses qui vont piéger l'énergie. Et donc, voilà, ils ont ce type de schéma. Alors, c'est toujours pour les ondes de surface, hein, donc avec tout le problème que c'est pas forcément les ondes les plus destructrices, mais c'est la vie. Et donc... Ben voilà, si vous avez un sol de 500, donc une propriété de sol pour les ondes de surface à 500 mètres par seconde, eh bien il va vous falloir des masses enfouies de 18,4 tonnes. Ça se trouve quand même pas sous le sabot d'un cheval. Hein. Et puis il en faut un paquet, tu vois, pour faire cette barrière. Si en revanche vous avez la chance d'avoir un sol beaucoup plus mou, 121 mètres par seconde, d'accord, ça dépend de la dureté, eh bien vous en êtes rendu à 4,6 tonnes par résonateur, etc. Et vous allez retrouver des phénomènes comme ceux que je décris. Il y a même des gens qui vont plus loin et qui disent, ah ben voilà, regardez la taille humaine,
et on va mettre en fait une espèce de structure et puis une boule à l'intérieur avec des espèces de ressorts. Hein. Donc on comprend un petit peu la taille des ressorts, etc. pour créer sur une onde plane incidente ce type d'effet, etc. Donc les ingénieurs se sont emparés, les ingénieurs on va dire en génie sismique, se sont emparés de ça. Je pense pas que... On verra, ça va prendre 15 ans, 20 ans peut-être pour avoir vraiment des applications, on va dire, enfin des applications, simplement des expérimentations, tu vois, qui aient du sens. Mais bon, ça avance un peu. Ils réfléchissent à ça, nos collègues. Ça va être la dernière question, parce qu'on va Bérangère. Bérangère Dubrul, du service de physique de l'état condensé au CEA Saclay. Et moi, je suis plutôt dans les fluides. Du coup, enfin, ma question porte sur deux volets. J'imagine que ces espèces de résonateurs, comme l'a dit Sophie, ça s'applique à d'autres ondes, donc y compris par exemple les ondes dans les fluides qui sont en géophysique partout. Et j'ai bien compris que toi, ton souci, c'était de protéger les populations. Donc toi, tu essayes d'évacuer ces ondes le plus possible, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir d'autres applications en énergie, par exemple, parce que si on est capable d'attraper ces ondes et de les choses, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser à quelque chose d'intéressant, c'est de les orienter vers de l'énergie mécanique ou thermique qui pourrait nous servir à nos besoins Tu ne dis pas ça sans savoir quand même déjà la réponse, tu vois, bravo. Effectivement, il y a tout un domaine des métamatériaux qui s'appelle energy harvesting, c'est-à-dire récupérer l'énergie. Et les collègues en France et à l'étranger ont développé ces méta pour piéger l'énergie. Alors par exemple, je prends une plaque et je peux créer des espèces de trous noirs acoustiques où en fait toute l'énergie se retrouve au centre du trou noir et en haut, je mets un petit capteur qui va transformer ces déplacements permanents, chopés par la plaque, d'accord, mais qui vont naturellement aller à cet endroit-là et récupérer l'énergie. Donc des concepts se développent sur cette base. Dans un tremblement de terre, on récupère quoi comme énergie? Quel est l'ordre de grandeur? Là, c'est un design très particulier. Moi, c'est justement le contraire. Si on peut faire ça, on peut peut-être faire le contraire. Moi, j'essaye que ça parte de partout et que ça ne se piège pas à cet endroit-là. Voilà, c'est l'effet inverse. On arrive aussi à faire ce genre de choses. Donc, ouais, beaucoup d'applications potentielles là aussi, des brevets. Je ne sais pas où est-ce que ça en est exactement. Oui, l'énergie harvesting. Ok, ben on va remercier Philippe pour... C'était du pied levé, mais professionnel. Hein.